Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour le grand JT des territoires. Cette semaine, place à une édition spéciale été. Une rétrospective de vos reportages préférés pour revivre l'actualité de vos territoires autrement. C'est l'ONF et la gendarmerie. On vient vous faire une petite visite de courtoisie. On vient discuter un petit peu. On est en visite de tous les camps. Sensibiliser les campeurs, leur rappeler les consignes pour protéger la nature. Il faut vraiment utiliser charbon de bois. Pourquoi? Parce que, en fait, à force, si on coupe du bois et si on ne protège pas cette forêt, vous allez vous retrouver sur des plages où il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien. Hier soir, nous avons des campeurs qui ont mis directement le feu au sol pour que ça puisse faire de la fumée, pour chasser les moustiques, sachant que c'est interdit, les feux au sol. En plus, sachant que nous sommes en période sécheresse, donc la braise avec le vent peut partir directement dans les bois et créer ensuite un incendie. Pour ce feu, les campeurs peuvent recevoir une amende de 135 €. Mais durant cette période de forte affluence, la sensibilisation est mise en avant. C'est essayer de faire passer les bonnes pratiques. On se rend compte que petit à petit, il y a une prise de conscience des bonnes pratiques pour éviter la dégradation de l'environnement. Un site courtisé aussi par les tortues. Et durant ces périodes de ponte, les campeurs doivent adopter les bons gestes. Jamais l'approcher à moins de 10 mètres. Voilà. Pas de flash, pas de lampe, pas de musique intempestive, le silence. Et vous éteignez toutes les sources de lumière, quelles qu'elles soient. Et vous laissez la tortue faire sa ponte. Et ne pas faire de feu de camp sur la plage. Avec la chaleur du sable, ça va cuire les œufs dans le nid. On fait attention, on respecte l'environnement. Quand l'innovation rencontre l'excellence, chaque année le Salon Vivatech réunit à Paris tous les acteurs qui font bouger l'économie et la société. L'occasion pour le groupe LVMH de présenter toutes ces nouvelles innovations réalisées par des start-up partenaires. Regardez cette visite guidée de Vivatech avec Christophe Rigaud. Pendant 4 jours, Paris se transforme en temple de l'innovation, des start-up et de la technologie avec le Salon Vivatech. Un rendez-vous incontournable pour le numéro 1 du luxe, LVMH, qui présente 13 partenariats avec des startups et 11 de ses plus grandes maisons et un objectif affiché, rester à la pointe de l'innovation. L'innovation a toujours été très importante chez LVMH. On innove bien sûr dans les produits, dans la technologie et on est très organisé pour cette innovation que l'on veut ouverte. Parce qu'on a notre propre R&D interne, mais aussi on est très ouvert sur l'extérieur avec des startups, des géants technologiques et avec le monde académique et les universités. Sur le stand Louis Vuitton, la maison la plus emblématique du groupe s'est associée à la start-up des experts de la 3D Rixter pour numériser des produits. L'objectif, c'est de prendre des photos de la plus haute qualité possible sur un produit existant pour reconstituer un produit 3D et donc de créer quelque part un jumeau numérique dès le départ. Voilà, donc ça c'est le premier use case. Et le deuxième use case, Vuitton a fait plus fort que ça, c'est le mariage de la 3D et de l'intelligence artificielle générative, puisqu'on va utiliser ces assets 3D, ils vont passer dans un algorithme d'intelligence artificielle générative pour en fait, entre guillemets, développer, produire autant de contenu possible et avoir des contenus qui vont s'appliquer aux réseaux sociaux, au clienteling, au site web, tout en sublimant l'utilisation du produit réel et de l'intelligence artificielle générative. Une intelligence artificielle que l'on retrouve désormais partout, à condition de savoir l'associer au métier d'artisanat et de savoir-faire du groupe. Le luxe, c'est d'abord et avant tout un métier humain, avec la création artistique, l'artisanat, la relation humaine en magasin. Et donc, en fait, on développe énormément de technologies et d'intelligence artificielle partout dans l'entreprise, mais elle reste invisible dans les yeux du client qui vient continuer à vivre la magie qu'il souhaite vivre avec une expérience de luxe. 3 startups ont été récompensées par LVMH pour avoir associé l'excellence technologique au service de l'excellence de l'artisanat. L'intelligence artificielle est partout, elle débarque aussi dans les vignobles de Champagne. Le géant du secteur Moët Hennessy utilise par exemple des algorithmes pour détecter la présence de maladies dans ses récoltes de raisins. Direction Épernay, en plein vignoble, pour découvrir une viticulture 2.0 grâce aux nouvelles technologies. Regardez. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est partout. Et elle peut même se nicher dans cette coupe de champagne.
Depuis plusieurs années, la célèbre maison champenoise Moët Hennessy fait appel à des start-up de la tech pour évaluer la qualité du raisin dès sa récolte et avant d'arriver au pressoir. C'est un enjeu essentiel de mesurer objectivement et de manière répétitive la qualité des raisins avec beaucoup de précision de manière à clôturer le cycle et à avoir une appréciation, une évaluation du travail du vignoble et puis d'avoir le point de départ du cycle de création de l'œnologie. Aujourd'hui, on a des enjeux importants en matière de viticulture, tant en matière de développement durable que de sécurité et de santé des équipes qui travaillent dans nos vignes. Et donc on fait appel à toutes les nouvelles technologies qui sont possibles pour faire évoluer notre mode de conduite. Ici, la start-up iPhone fait intervenir l'intelligence artificielle pour photographier les raisins et ensuite les analyser. Un tri optique qui permet de détecter des maladies bien connues de la vigne, mais aussi d'évaluer la maturité, l'acidité ou le taux de sucre des raisins et leur attribuer une note de qualité. Des résultats donnés en temps réel parce qu'il y a du volume. La vendange ici représente beaucoup de palettes, entre 20 et 25 000 palettes par vendange. Et ensuite, on a déployé cette solution-là en production, c'est-à-dire qu'on a mis nos portiques en service dans 4 pressoirs Moët et Chandon pour mesurer l'ensemble des caisses de raisins Moët et Chandon récoltées sur les vignobles ici pendant chaque vendange. Le portique est là pour que le cariste puisse passer dessous sans s'arrêter. Une image est prise à ce moment-là avec 2 caméras industrielles qui permettent d'avoir une résolution optimale, plus des barres de LED qui permettent d'avoir un afflux lumineux standardisé et très rapide à ce moment-là. Le changement climatique impacte fortement le monde de la viticulture. La priorité en Champagne est donc de préserver la qualité des sols. Et là encore, c'est une start-up, Genesis, qui propose une application pour mesurer les qualités chimiques, organiques et biologiques des sols en une seule donnée et de voir ainsi son évolution et sa résilience dans le temps. Les sols, c'est un écosystème précieux et trop invisible à aujourd'hui. Donc Genesis va nous permettre aussi de pouvoir mieux mesurer et pouvoir donner un constat global de cette mesure de santé des sols. Au Salon Vivatech de Paris, Genesis a remporté l'Award de l'innovation par LVMH dans la catégorie Meilleur Impact pour récompenser une technologie au service de la Terre à l'heure du changement climatique. Le caviar. La France fait partie des 3 plus gros producteurs au monde de ce produit d'exception et ne compte seulement que 9 éleveurs dans le pays. Dans l'Hérault, la maison Castillonne élève 750 esturgeons avec comme mot d'ordre le bien-être animal. Reportage de Via Occitanie. Voici la Spencer Baéry, plus connue sous la dénomination d'esturgeon de Sibérie. Un or noir frétillant dont les femelles sont capables de produire 10% de leur poids total en caviar. Celui-ci fait, je pense, une petite dizaine de kilos. Donc poisson préhistorique, 280 millions d'années. Il n'a pas d'écailles, comme on voit, et cartilagineux. Un poisson relâché dans l'un des 5 bassins de la pisciculture du Verdus, autrefois consacré à l'élevage de la truite. Depuis 7 ans, Léo Carpentier et ses 2 associés se sont lancés dans l'aventure de la production de caviar avec un procédé novateur. Notre technique est un peu particulière parce qu'on fait du caviar sans tuer le poisson, par biopsie ovarienne. Donc on va ouvrir le poisson, récupérer les œufs. En fait, c'est des poissons qui normalement hibernent en Sibérie. Donc nous, on va reproduire cette hibernation mais de façon artificielle grâce à un bain de glace. Et une fois que cette catalepsie est réalisée, on va pouvoir comme ça les sortir de l'eau, les opérer et les remettre dans l'eau par la suite. C'est une opération qui peut durer de 1 demi-heure à 2 heures en fonction du spécimen. Une technique élaborée en 2016 par François René, spécialiste de la reproduction aquacole. Ainsi, chaque année, sur les 750 esturgeons pucés et prénommés que compte cette petite ferme de Saint-Guilhem-le-Désert, 150 sont prélevés de leurs œufs selon une rotation précisément définie, avant que le caviar ne soit affiné de 3 à 6 mois. On a des poissons qui font parfois qui ont jusqu'à 18 ans, voire 20 ans. Le taux de gras en fait, dans les œufs va être plus important. Ces notes aromatiques umami, noisette, on parle de sous-bois. Ça va apporter des saveurs un peu plus intenses, un peu plus fortes. Arômes et saveurs d'un produit de luxe dont la dégustation à même la main aiguise la curiosité, voire l'appétit des visiteurs. Je ne suis pas un spécialiste du caviar, mais j'ai trouvé ça très bon. Il y en a un qui est plus croquant que l'autre, mais il y a de la longueur. Mais je pense que ça mériterait de goûter avec autre chose ou du pain. Dans le palais croustillante, mais elle a un côté comme un bubble, vous savez, chez les jeunes, qui s'écrase et qui est coulant. Après, c'est plutôt pas mal. Avec une production annuelle de 100 kg, dont 80% sont destinés à sa clientèle régionale,
Le seul producteur de caviar en Occitanie veut préserver la taille humaine de son exploitation et la sérénité qu'inspire le balai de ses poissons aux visiteurs. Avec le retour des beaux jours, les frelons asiatiques prolifèrent. Une situation inquiétante pour les apiculteurs, car cette espèce est friande d'abeilles. De nombreuses colonies sont menacées. Notre partenaire Moselle TV est parti à la rencontre d'apiculteurs pour prendre le pouls de la situation. Regardez ce reportage. Voilà, donc on va enfumer. Une fois la fumée froide propagée, l'apiculteur peut ouvrir et s'occuper des ruches. L'objectif, vérifier les pontes de la reine pour assurer la survie de la colonie en cas d'attaque. On a réellement vu la pression du frelon asiatique. J'ai eu plus de la moitié du cheptel qui n'a pas passé l'hiver. Alors sur un rucher, c'était effectivement dû au frelon asiatique. On a vu qu'il y avait un nid avenue de Guise à 500 mètres du rucher. Et là, ce nid-là, il peut aller jusqu'à 10 000 individus. Il va manger 10 kg d'insectes sur une saison. Plus petit mais aussi plus agressif que son cousin européen, le frelon asiatique est un réel danger pour les abeilles, tout comme pour les apiculteurs. Quand il y a des nids, il faut passer par des professionnels pour venir les enlever parce que nous on n'est pas équipés, il faut avoir des équipements vraiment spécifiques. Détecté dans la région en 2015, en 10 ans, ce prédateur d'abeilles a pu proliférer grâce à la hausse des températures hivernales. Face à ces ravages, les apiculteurs préparent leur riposte. La première chose, c'est au printemps maintenant, c'est de capturer les fondatrices. Donc les fondatrices, ce sont ces reines qui ont hiverné, qui vont créer de nouveaux nids. Et pour ce faire, on a des pièges. Il permet aux frelons de rentrer par un trou calibré, tous les petits trous que vous avez tout autour. Ces trous qui sont calibrés pour laisser sortir les insectes et non pas le frelon. La situation alerte même au niveau national. Le 6 mars dernier, les parlementaires ont adopté une proposition de loi visant à coordonner la lutte contre cette menace qui porte atteinte à la biodiversité et aux abeilles. Ce sont des chiffres alarmants. Chaque année, le lac Léman absorberait près de 100 tonnes de plastique. C'est ce que dévoile une étude menée par une association scientifique franco-suisse. Celle-ci s'intéresse à la provenance de ces plastiques et à la manière dont ils sont déversés dans le lac Léman. Les précisions avec ce reportage de Chloé Lemeur pour 8 Mont-Blanc. Une eau claire et limpide. À première vue, rien ne laisse ici imaginer une quelconque pollution. Pourtant, il y a quelques jours, l'Association pour la sauvegarde du Léman a dévoilé des chiffres alarmants. 100 tonnes de plastique arrivent chaque année dans le lac, soit 2 fois plus que les données estimées en 2018. Ces plastiques sont de divers types, ce sont des macro et des microplastiques. Là, on a une plus grosse proportion de microplastiques en fait. Ces microplastiques sont issus, entre autres, des poussières de pneus. 33 tonnes arrivent dans le Léman par ce biais, mais également des peintures utilisées pour les bâtiments, les mégots, les emballages à usage unique. Mauvaise gestion, contamination volontaire ou non, fuite accidentelle ou encore perte lors de l'utilisation du produit. Cette étude menée par le bureau Earth-Action détaille aussi d'où proviennent ces plastiques. Selon le rapport, 83% d'entre eux se déversent dans le Léman via le ruissellement des eaux sur les sols perméables. Pour l'association, il y a donc urgence à enrayer ce phénomène. En amont, c'est-à-dire par exemple des interdictions de certains types de plastiques ou alors des incitations à changer certaines pratiques, d'améliorer aussi la gestion des déchets, d'améliorer les infrastructures et également une volonté de communiquer, de sensibiliser tant le public mais aussi les autorités. Autant de scénarios exposés dans l'étude qui permettraient de réduire de 75% la présence de plastique dans le Léman d'ici 2040. Boucler les fins de mois est devenu un problème pour beaucoup. La vie est devenue beaucoup trop chère pour bon nombre de Français. Alors pour lutter contre, un restaurateur sartois a eu l'idée de proposer un menu anti-crise pour seulement 8 €. Regardez cette belle initiative, Elisa Cribier pour LMTV Sarthe. Ce mercredi au menu, escalope de dinde à la normande, servie avec un gratin dauphinois ou du riz. Et en dessert, duo de mousse au chocolat blanc et noix de coco. Tout ça pour 8 €, un prix qui soulage le porte-monnaie de ses clients. C'est copieux, c'est bien, et puis il y a la qualité et la quantité. Même pour 8 €, on va signer tous les mercredis. Non mais très bien, franchement, pas déçu de la première fois. À la maison, ça nous reviendrait plus cher que ça. Hein. Des clients qui font parfois une centaine de kilomètres pour venir manger ce menu. Le mercredi, le restaurant sert une 60aine de couverts,
C'est 2 fois plus que le reste de la semaine. Là, on est en début de mois. Encore hier, les gens disaient bah voilà, j'ai mon argent qui est tombé, j'ai plus d'argent pour finir le mois, quoi. Donc c'est impressionnant. Hein. Et c'est tous les jours, je veux dire, je l'arrange à mon temps rien. Donc ça, plus ça, plus ça, plus ça. On s'est dit comment nous, à notre niveau, à notre petit niveau, comment on peut intervenir là-dessus pour essayer de quand même donner un plaisir aux gens. Mais quel est le secret pour pouvoir proposer des prix si bas? C'est soit de la DLC courte, date limite de consommation, soit des grosses promotions qui peuvent arriver. Donc ouais, c'est un jonglage permanent, quoi. Permanent pour qu'on puisse rester sur nos marges et sur le menu à 8, quoi, effectivement. Pour pouvoir rester rentable, le menu ne doit pas coûter plus de 3 € au restaurant. Ce repas anti-crise ne devait pas durer, mais il sera proposé au moins jusqu'à la fin de l'année. Du sport maintenant dans ce journal. En Corse, une école innove avec des cours de boxe féminin pour débutantes. Encadrées par Laura Delogu, une boxeuse de haut niveau, les participantes apprennent les bases de la discipline dans une ambiance dynamique et motivante. Une initiative qui met la boxe à portée de toutes. On écoute tout de suite la sportive au micro de notre partenaire Télé Paese, la chaîne TNT de Corse. Comme à chaque cours, on apprend à bien mettre un direct, les coups de bosse, les crochets, les uppercuts. Et après, quand elles ont la technique, on commence à monter un petit peu plus en technicité et on envoie plus de coups. Voilà, tout à fait autre chose en France. On compte près de 350 circuits de karting sur des sessions de 10 minutes. Les amateurs de sensations fortes essayent de rivaliser avec les pilotes de Formule 1. Mais connaissez-vous le Super Elec Cross ? Ce parc est une adaptation du karting à la moto électrique, un concept unique présenté par Canal 32. Regardez, vroom. Des virages serrés, des bosses et du fun. Bienvenue au Super Elec Cross. L'idée, adapter le principe du karting à la moto électrique. Des sessions de 10 minutes, ouvertes aux pilotes chevronnés comme aux débutants, et 3 parcours à découvrir. On a 3 itinéraires différents et en fait l'idée c'est que les gens puissent passer d'un itinéraire à l'autre à leur guise pendant toute la durée de la session. Et donc chaque parcours a un thème. On a un parcours vert qui est plutôt large et roulant pour les débutants et qui va être assez rapide pour les confirmés. On a un parcours qui va être un peu typé BMX avec des bosses, des virages relevés, une petite série de whoops, donc c'est un enchaînement de petites bosses. Et on a un 3e parcours qui lui va être un peu plus technique. Son concept, unique en France, Julien Sanglé y croit. Lors d'un séjour à la montagne, il découvre les premiers modèles de motocross électrique. Après plusieurs mois de réflexion, il décide de se lancer et d'investir dans ce terrain laissé en friche. Ouvert il y a un an, le Super Elec Cross a déjà ses premiers habitués. Il espère maintenant attirer un public familial, mais aussi des événements festifs et des séminaires d'entreprise. Pour se démarquer, le site mise essentiellement sur les sensations. La motocross en format électrique en a sous le capot. C'est incomparable avec tout ce qu'on peut connaître. C'est incomparable avec une moto thermique notamment parce que c'est des motos qui sont extrêmement légères. On est sur des motos qui pèsent 63 kg, donc c'est vraiment très très léger pour une moto. Comme c'est de l'électrique, en fait, c'est très nerveux au démarrage. Pour vous donner un ordre d'idée, on est capable de faire un 0 à 50 km/h en 3 secondes 9, donc ouais, c'est très puissant. Le Super Elec Cross lançait sa 2e saison le 8 mars. Il sera ouvert jusqu'à l'automne. Un avion sans bruit ni pollution, y croyez-vous vraiment? On y rêverait? Eh bien, figurez-vous que cet avion électrique existe. En escale en Ille-et-Vilaine, notre partenaire TVR a pu monter à bord. Sensation plus que garantie, regardez. Une prise de courant suffit pour faire le plein du Pipistrel Vélis Electro, le seul modèle d'avion électrique autorisé à voler dans le monde. Depuis l'aéroport de Rennes et le parking de l'Aéroclub, la société Airscol propose des vols d'initiation avec cette propulsion électrique qui change la donne. On est plaqué au siège, on a des inclinaisons qui sont fortes, donc on va monter très vite, très fort, avec un bruit minimum, puisque à part le vent sur la cellule qui fait un peu de bruit évidemment, on a très peu de bruit sur cet avion qui fait 60 décibels contre 82, 84 pour un avion thermique, donc on est 14 fois moins bruyant en fait. Vous avez vu, hein, finalement, l'avion, on met quelques interrupteurs en marche et ça y est, c'est parti. La puissance qui arrive tout de suite. Avec cette nouvelle technologie se pose la question de la sécurité d'un avion électrique qui a une autonomie en vol de 45 minutes seulement.
C'est 2 batteries dans l'avion, 2 batteries identiques et similaires qui sont utilisées simultanément en fait, au cours de l'évolution et du vol. Et si une batterie tombe en rideau, et ben on a la deuxième qui est suffisante pour assurer, pour prendre le relais et aller atterrir. On n'est pas loin du planeur, donc j'allais dire même sans moteur, un pilote confirmé peut ramener l'avion en toute sécurité. Erscol est aussi une école de formation au pilotage en licence privée qui consiste en 45 heures de vol, dont les 2 tiers sont réalisables en électrique. À noter donc le prix d'un vol d'initiation en avion électrique, le rêve d'Icare en bas carbone, c'est 165 € les 30 minutes. C'est l'histoire d'une boutique qui connaît un véritable success story. Son nom, Un Bon Maillot. Elle se situe à Golbet dans les Vosges. Le concept en est simple, la vente en ligne de maillots de football mystère. Les clients sont de plus en plus nombreux à adhérer à ce concept. Immersion avec les nouveaux rois des maillots de football proposés par Vosges Télévisions. Regardez. C'est la vitrine d'une success story made in Vosges, la boutique unbonmaillot.com à Golbet. L'idée avait germé pendant le Covid en 2020 dans la tête de 2 passionnés de foot qui lançaient leur start-up, aujourd'hui une PME de 20 salariés, avec ce concept, la vente en ligne de box mystère. Des coffrets où le client n'a que le choix du sport, football, rugby ou basket. À l'arrivée, c'est la surprise. Donc on me demande le sport en question, la taille. Et puis ils repartent, ils ne savent pas ce qu'il y a dans le coffret. Ça, c'est la fameuse boîte. Le magasin est un plus pour les fans et collectionneurs, avec une diversité de maillots pour hommes, femmes ou enfants. Des pépites également, avec des maillots portés par des joueurs. Allez, celui-ci, je l'adore. Aubameyang, porté donc l'année dernière au Stade Bollaert à Lens. Et il y a aussi cette nouveauté avec ce lancement d'une collection vintage. La petite entreprise ne cesse de grandir et a dû investir dans 300 mètres carrés de nouveaux locaux pour la logistique. Afin de préparer les commandes qui doublent quasiment d'année en année, les fêtes ont particulièrement bien marché. Là, en moyenne, on est à peu près à 300 commandes par jour. Donc uniquement le foot. Le rugby est traité ailleurs, le basket également. Et effectivement, pendant les fêtes, on est monté à des journées à plus de 1500 commandes par jour. Pour faire à peu près 40 000 maillots sur le mois de décembre. Donc assez impressionnant, effectivement. Une PME qui a gagné en visibilité, saluée l'an passé par un certain Tony Parker, membre du jury d'une émission sur M6. L'année 2024 a été marquée par notre passage à Qui veut être mon associé. Ça nous a apporté plein de choses, donc de la notoriété, aussi du business. Aujourd'hui, on est référencé chez Decathlon, qui est une marque mondiale, mais également dans certains groupes GSA, GSS, comme Carrefour, Leclerc ou Intermarché. Les maillots de foot représentent 90% des ventes sur un marché à 90% également français. Mais la PME entend marquer des points à l'international, en Europe notamment. Elle a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 7 millions d'euros. C'est une success story iséroise tout à fait incroyable. Jonas est créateur de robes de mariée. Depuis 10 ans, des femmes de la France entière font appel à ses services, pour leur mariage bien sûr. Un talent qui l'a conduit jusqu'à habiller les candidates de Miss France 2023 et 2024. Rencontre proposée par notre partenaire Télé Grenoble, tout en charme. Des fils qui s'entremêlent pour sceller l'union de 2 destins mêlés. Sous les doigts magiques de Jonas Olozouzian, les rêves de mariage deviennent tangibles et se concrétisent de fil en aiguille en robes resplendissantes. Qu'est-ce qui m'attire ? Je pense que c'est vraiment l'envie de pouvoir créer, de pouvoir accompagner mes clientes dans le choix de leur matière, de pouvoir les conseiller sur la forme, sur leur morphologie, la colorimétrie. C'est vrai que quand on crée, c'est vraiment un package et il y a plein de choses à prendre en compte. C'est pas juste on décide de créer comme ça. Jonas est à peine trentenaire, mais il a déjà le palmarès d'un artiste chevronné d'envergure nationale. Depuis maintenant 10 ans, il crée des robes de mariage et de soirée pour des femmes venant de la France entière. Une success story à l'Iséroise qui s'est bâtie depuis son petit atelier près de Vienne. Et bien qu'il vit à présent dans le sud, il tient toujours à exploiter son talent là où sa créativité est née. J'ai toujours été attiré par ce côté un petit peu made in France, puisque j'ai travaillé chez des grands noms de la robe de mariée. Donc oui, pour moi, c'était hyper important de mettre tout ça en avant. Pour avoir la chance de briller pour la soirée d'une vie, il faut compter au moins 2 000 € et 1 an pour la fabrication de la robe. Un délai nécessaire pour combler au mieux les désirs de ses clientes. Un talent qui a reçu la plus belle des reconnaissances lorsqu'il a habillé les candidates des Miss France en 2023 et 2024. J'avais celle-ci qui avait été portée par
par Indira Ampio. C'était Miss France 2023, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, robe entièrement brodée de cristaux en dentelle de Calais. Il y a beaucoup d'heures de travail dessus. Voilà, mais pour vous donner une fourchette, entre 5 et 7 000 euros. Jonas ne se limite pas qu'à ses clientes. Pour exercer sa créativité et entretenir sa popularité grandissante, il continue d'habiller des mannequins et de participer à des défilés pour le plaisir des yeux de tous, notamment en Isère. Merci d'avoir partagé avec nous cette rétrospective des meilleurs reportages du Grand JT des Territoires. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous et une nouvelle édition. Au revoir à tous.